quota genre au Burkina, l'Institut général Tchemoko Marc Garango pour la gouvernance dénonce son non-respect par certains partis politiques aux échéances de novembre prochain. En ordre de bataille pour un meilleur positionnement des femmes, l'UGD a donné de la voix à Ouagadougou. Coup de gueule en début de journal. Excellence dans les médias, la 23e nuit des Galiens a livré son verdict hier. 189 candidatures pour 378 œuvres soumises aux différents jurys. À l'arrivée, c'est Tiga Cheikh Sawadogo du journal en ligne de Faso.net qui remporte le gros lot. Retour sur le temps fort de cette nuit dédiée aux hommes et femmes des médias et ce sera dans quelques instants. Un invité dans ce journal, il s'agit du contrôleur général de police à la retraite Paul Sondo. Avec lui, il sera question de ses œuvres littéraires. Bonjour et merci de nous recevoir à chez vous. L'Institut général Tchemoko Marc Garango pour la gouvernance en ordre de bataille pour un meilleur positionnement des femmes sur les listes électorales. Pour les échéances de novembre prochain, il dénonce surtout le non-respect du quota genre par au moins 6 partis politiques. Sur l'étude menée sur le sujet, nous en savons davantage avec Paul David Bambara et Amandine Lalsaga. Roger Mouningou, juriste, passe ici à la loupe le positionnement des femmes dans les différents partis politiques pour les législatives du 22 novembre. Un échantillon de 6 partis politiques retenus pour l'étude révèle des insuffisances. Quand on y regarde de très près, on voit d'abord qu'aucun des partis politiques n'a pu respecter le positionnement alterné tel que souhaité par la loi. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas pu positionner une seule femme comme tête de liste. Une situation qui mérite réflexion selon le conférencier, d'où ce dialogue démocratique initié par l'IGD, l'Institut général Tchemoko Marc Garango pour la gouvernance et le développement. Un dialogue sur le non-respect du quota genre. Aujourd'hui, à la lumière des listes provisoires qui ont été déposées au niveau de la CENI, on peut conclure que, en tout cas, cette loi n'est pas efficace dans la mesure où les partis politiques ont toute la latitude de contourner la loi, puisqu'il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas, par exemple, de rejet de la liste qui ne respecterait pas le quota. Ici, le problème, ce ne sont pas les lois, ce sont les hommes. Voilà. Et donc, tant qu'il n'y a pas une volonté forte au niveau de chaque parti politique pour changer les choses, elles seront toujours telles qu'elles sont. Quelque part, vous allez voir qu'apparemment, ils ont atteint les 30%, mais en réalité, ils mettent les femmes dans les localités où ils savent qu'ils n'auront pas de suffrage. Et justement, au cours de la rencontre, invite est faite aux participantes issues des différents partis politiques à ne pas avoir peur des obstacles. Elles doivent se battre pour un meilleur positionnement pour les élections à venir. Et pour des élections apaisées, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI forme les fidèles. Il leur a surtout rappelé les règles islamiques en matière d'élections. C'était au cours du forum 10 citoyens prévu dans les 13 régions du pays. L'étape du centre avec Rasmane Zoundi et Draman Guéné. Le CERFI, espace spirituel par essence, parle politique. Un forum citoyen pour prêcher les consignes de vote en islam. En islam, le choix des autorités est une obligation. Encore faut-il le faire pour la paix et la cohésion sociale. Ils vont voter quelqu'un qui va s'occuper des veuves, qui va s'occuper des orphelins, qui va s'occuper de la nation de façon générale. Et donc, cette responsabilité, elle ne doit pas être monnayée. Nous ne devons pas monnayer notre vote. Nous devons, une fois dans l'isoloir, réfléchir. Parce que nous, en tant que religieux, nous pensons que c'est un acte qui n'est pas anodin. Parce que seul dans l'isoloir, on n'est pas seul. Parce que Dieu est là et nous observe. Et il va nous demander des comptes si nous avons choisi quelqu'un de compétent, si nous avons choisi quelqu'un d'intègre, si nous avons choisi quelqu'un qui rassemble et qui ne divise pas. Ce forum se tient dans la dynamique des élections générales à venir. L'amour de la patrie fait partie de la foi en islam. Et le CERFI compte aller jusqu'au bout. Le Centre d'études, de recherche et de formation islamique va dépêcher des observateurs dans le bureau de vote dans le but d'apaiser le scrutin. À partir de 3 personnes, il faut qu'on se choisisse un responsable. Donc le vote est une obligation. C'est vraiment que nous tous, ensemble, nous y allons avec un esprit apaisé pour que, au sortir des urnes,
vraiment nous ayons en tout cas les résultats qui ne sont pas contestés. Ici, il s'agit du forum régional du centre. Des forats du genre se tiennent aussi dans chaque région du pays pour renforcer la cohésion sociale chère au CERFI. Cap sur Koudougou, le comité de gestion du fonds de relance économique Covid a déposé ses valises après Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Dédougou. Il s'agit pour le comité d'expliquer aux acteurs économiques de la région du centre-ouest le mécanisme de financement et les modalités d'octroi de ce fonds de 100 milliards de francs CFA pour revitaliser l'économie nationale. Issa Kafando et Draman Dadian de retour de Koudougou. Une rencontre d'information aux allures d'une conférence publique. Des acteurs du secteur privé de la région du centre-ouest veulent tout savoir sur le FRE Covid-19. Un fonds de relance économique de 100 milliards de francs CFA initié par le gouvernement pour soutenir les entreprises éprouvées par la pandémie de la maladie à coronavirus. Covid, c'est vraiment Covid, les Covid là, c'est ça. Parce que tout, on est fauché complètement, on ne peut même plus faire quelque chose. Donc si on arrive à avoir ces fonds-là, ça va nous relancer. Les membres du comité de gestion du FRE Covid-19 sont là pour expliquer le mécanisme de financement, l'état de mise en œuvre du dit fonds et ses avantages pour les opérateurs économiques. Pour les grandes entreprises, le taux d'intérêt négocié avec les établissements financiers à travers l'APBF s'établit à 4% hors taxe là, au profit des bénéficiaires de ce guichet-là. Pour les petites et moyennes entreprises, la négociation a abouti à un taux de 5% et le gouvernement a appliqué également à ce niveau une bonification d'1,5%, ce qui a ramené le taux de sortie à 3,5%, qui est le taux le plus bas qu'on enregistre au niveau de l'Afrique de l'Ouest. L'étape de Koudougou fait suite à celle de Dédougou, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Prochaine destination, Ouéguia, pour le même exercice. Une mission d'explication des modalités d'octroi du fonds de relance économique. À Ouagadougou, ce sont les réformes pour améliorer le climat des affaires au Burkina et le mécanisme d'évaluation Doing Business qui faisaient l'objet d'échanges entre opérateurs économiques et administration publique. Là aussi, il s'agit de faire connaître ces réformes aux acteurs du monde des affaires afin d'améliorer les performances du Burkina dans le classement du rapport Doing Business. Issa Kafando et Oumou Sissé. Le climat des affaires au Burkina, le gouvernement œuvre depuis plusieurs années à créer un environnement institutionnel, législatif et réglementaire propice à l'investissement privé. Des réformes pour permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle de créateur de richesses et d'emplois et qui font l'objet d'échanges ici. Les réformes qui sont entreprises doivent être connues du secteur privé, doivent être connues des administrations qui font accomplir les formalités. Quand le rapport Doing Business sort son rapport, tout le monde est regardant. C'est ça qui permet à chaque gouvernement de savoir, par rapport à la facilitation de faire des affaires, là où vous devrez fournir des efforts pour encourager le développement du secteur privé. Classé 151e sur 190 pays selon le dernier rapport de Doing Business, le Burkina Faso, à l'instar de bien d'autres pays, doit fournir des efforts. Vous voulez créer des entreprises, comment faire en sorte qu'en 24 heures maximum, vous puissiez avoir tous vos papiers. Le gouvernement a ça comme objectif. Vous avez des actes de construire que vous voulez. Comment faire en sorte que ces actes-là soient délivrés au maximum 15 jours. Et pour atteindre ces objectifs, le gouvernement compte sur l'apport du secteur privé. Un secteur dont la contribution dans la formulation de nouvelles propositions est attendue. On remet le cap sur Koudougou qui accueille un nouvel arrivant dans le domaine de la microfinance et c'est une caisse d'épargne et de crédit qui entend offrir des services de proximité aux populations du centre-ouest et surtout faire de l'inclusion financière une réalité dans cette partie du Burkina. Moussa Ouedraogo et Maxime Zongo. Avec cette nouvelle structure de microfinance, tout le monde peut y trouver son compte. Agriculteurs, artisans, petites et moyennes entreprises, chacun peut s'offrir des gammes variées de services pour sécuriser son argent
mais surtout obtenir des crédits pour pousser ses affaires. Cette caisse a été éligible au fonds BOAD lancé par le Fonds national de la finance inclusive et présidé par son Excellence Monsieur le Président du FASO. C'était le 10 septembre 2020. C'est vraiment vous traduire tout le travail abattu par cette institution. Épargne de proximité, épargne à vue, microcrédit, formation en éducation financière, une gamme variée d'offres donc que cette nouvelle structure de microfinance entend promouvoir et contribuer à une inclusion financière. Pour nous, c'est de contribuer pour une inclusion financière à Koudougou, pour les populations de Koudougou, mais aussi pour la population burkinabé tout entière, en leur offrant des services financiers vraiment de proximité et adaptés réellement à leurs besoins. Nous avons des agents qui font le tour, qui font la collecte mobile, mobile dans la ville, qui partent vers eux. Souvent, d'autres diront non, je n'ai pas assez d'argent pour venir jusqu'à la caisse, ou bien c'est pas beaucoup. Nous, ce qu'ils considèrent comme ne pas être beaucoup, nous partons vers eux pour leur permettre de l'économiser. Et petit à petit, ça devient quelque chose. Ce produit, nous l'appelons Donne Donne. Créée en 2004 dans les Balais, région de la Boucle du Monde, l'agence de Koudougou est la 7e du genre. L'ambition à terme, couvrir toute l'étendue du territoire national. Suite et fin de la série de rencontres d'échange entre la ministre Laurence Ilboudo et les personnes vivant avec un handicap, la région du Centre a abrité la dernière étape de ces rencontres préparatoires du 2e Forum national des personnes en situation de handicap. Et ce fut un rendez-vous du franc-parler sur le niveau de mise en œuvre des engagements pris de part et d'autre pour l'inclusion et l'amélioration des conditions de vie de cette frange de la population, nous disent Moussa Ouedraogo et Draman Dadia. Tous ici sont des personnes handicapées de la région du centre, venues parler à leur ministre de tutelle. Leur priorité, l'accès aux services de santé. L'amélioration de l'accès des personnes handicapées aux services de santé à travers des tables d'accouchement adaptées et accessibles aux femmes handicapées, l'extension de la gratuité des soins aux personnes handicapées à l'image des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes. La carte d'invalidité, l'éducation inclusive, l'accès aux fonds nationaux sont également des préoccupations évoquées à cette rencontre. Au nom de la justice sociale et de l'équité, la ministre Laurence Marshall Ilboudo se fait leur porte-voix. Mais sur la question de la gratuité des soins, elle se veut claire. C'est la vulnérabilité qui définit la gratuité des soins. Parce qu'aucune personne au Burkina Faso ne devrait mourir de faim ou mourir parce qu'il n'a pas eu de soins médicaux. Mais dans ce sens, nous devons être dans une justice pour tous. Donc c'est pour ça que nous avons dit que la gratuité des soins se fera avec l'ensemble, de manière globale. On ne peut pas prendre seulement les personnes handicapées, sachant bien qu'il y a des personnes handicapées qui sont plus nantis que des personnes valides. Son combat, travailler à l'inclusion sociale des personnes en situation de handicap. Rendez-vous est pris lundi et mardi prochain pour leur 2e forum national, placé sous le thème « Promotion et protection des personnes handicapées dans un contexte de crise sécuritaire, défis et perspectives ». L'accès à l'assainissement est un droit reconnu à tous les Burkinabés, un droit qui reste cependant un luxe pour beaucoup, surtout en milieu rural. Pour faire évoluer le taux d'accès à l'assainissement, l'État et certains partenaires se donnent la main. Des latrines familiales et institutionnelles ont été réalisées ça et là, mais la fin de la défécation à l'air libre s'avère une lutte de longue haleine. Nous avons fait le constat pour vous. Il est 10 heures moins quand nous faisons notre entrée dans cette école primaire publique de la ville de Manga. Aussitôt libérée pour la récréation, la petite Justine et sa camarade se dirigent vers ces latrines pour leurs besoins. Un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir il y a 1 an. Quand je suis arrivé ici il y a 3 ans de cela, alors quand les élèves ont leurs besoins à faire, je vois chaque enfant rejoindre la nature. Idem ici, à la direction provinciale en charge de l'éducation du Bazeka, ou même dans ce centre de santé de l'Aï, dans le plateau central. On avait vraiment de vrais
problème avec nos accompagnants même, parce qu'ils venaient en consultation, ou bien des fois vous les hospitalisez. Maintenant, pour satisfaire certains besoins, on a des problèmes. Des latrines institutionnelles mais aussi familiales réalisées grâce à un appui budgétaire sectoriel. Une politique qui a permis à Salif Nikiema et la vingtaine de personnes de sa famille de dire adieu à la défécation à l'air libre. Mais il reconnaît être un privilégié dans ce village. Une réalité qui tranche avec celle de l'Alguin dans la commune de Bitou. Chaque concession à sa latrine et même les plus démunis ont bénéficié d'une solidarité agissante entre la population et l'État. De 2016 à mi-juin 2020, nous sommes à un total de 7500 ouvrages familiales réalisés. Nous sommes reçus ici à Ziguedere.5 Tambour-Bata. Un village qui a réussi le pari d'être certifié village EFTAL, fin de la défécation à l'air libre depuis 2016. Désormais dans ce village, toute personne prise en flagrant délit de défécation à l'air libre encourt une amende de 2000 francs pour les autochtones et 1000 francs pour les étrangers, avec injonction de ramasser les selles avec la main. Des mesures conservatoires pour préserver les acquis. Des acquis engrangés ça et là avec l'accompagnement de certains partenaires, mais le défi reste entier au regard des indicateurs. 21% pour le centre Est, 20,7% pour le plateau central et seulement 12,5% pour le centre sud en fin 2019, le plus bas taux du pays. Ça veut dire qu'il y a besoin de mobiliser suffisamment de ressources, tant au niveau des partenaires qu'au niveau de l'État. Et surtout, penser à une autre forme de mobilisation sociale autour de la question. C'est surtout de mettre l'accent sur la sensibilisation, sur le développement de l'assainissement total piloté par la communauté. Cela y va de la santé et de la dignité de ces communautés. Et la vision onusienne de la gestion des agglomérations urbaines intègre toutes les dimensions du développement durable. Le nouveau programme pour les villes est le nom donné à cette vision qui a fait l'objet d'échanges entre élus locaux et organisations de la société civile. Salifou Belem et Caroline Ouari. C'est la planification urbaine à l'échelle du Grand Ouaga qui est à l'ordre du jour. Élus locaux et acteurs de la société civile vont en apprendre plus sur les principes du nouveau programme pour les villes, un concept adopté en 2016 en Équateur. Il s'agira au cours de ce présent séminaire de formation d'accroître leur contribution pour la mise en œuvre du nouveau concept. Aujourd'hui, nous voulons que tous ces acteurs-là qui interviennent dans le développement urbain puissent s'outiller davantage pour faire face à ces nouvelles données où nous sommes dans l'obligation, en tout cas, de participer. Chargé de la mise en œuvre de cette nouvelle vision onusienne, ONU Habitat attend de cette rencontre une participation et une contribution des acteurs locaux de l'urbanisation. Le nouveau programme pour les villes donne des orientations et des grands principes qui pourraient guider aujourd'hui le développement des métropoles. Et Ouagadougou, qui s'achemine vers la création de l'intercommunalité, c'est vraiment vers la métropolisation qui est en cours. En ce moment, c'est important que les acteurs puissent être outillés sur les grands principes, les grandes orientations, ce qui va faciliter souvent la collaboration entre les acteurs, entre les entités locales et ces organisations de la société civile. 7 communes riveraines de la commune de Ouagadougou ainsi que ladite commune constituent l'agglomération appelée le Grand Ouaga. À l'issue de la formation, les acteurs venus de ces localités devraient être aptes à prendre part au processus de mise en œuvre du nouveau programme pour les villes, un programme dont l'échéance est prévue pour 2050. Halte à présent sur ce geste de solidarité qui dure depuis plus de 10 ans, un geste de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires qui octroie chaque année des bourses d'études aux orphelins de ses pensionnés. Les échos de l'édition de 2020 avec Adama Guiti et Mariama Tamboura. Stéphanie Mérémy reçoit des mails de la directrice générale de la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour un chèque de 75 millions de francs CFA comme bourse scolaire de 750 enfants.
En plus des bénéficiaires traditionnels, la présente édition prend en compte les orphelins des forces de défense et de sécurité tombés pour la défense de la patrie et les enfants des agents publics de l'État victimes du terrorisme. Vous savez que depuis 2016, le Burkina Faso fait face donc à des attaques terroristes et Dieu merci, nos FDS qui veillent jour et nuit sur nous arrivent à juguler donc ce fléau-là. Et donc nous nous sommes dit que c'était notre devoir de prendre en charge leurs orphelins, même s'ils ne remplissaient pas les critères que la Carrefour a édictés pour les bourses scolaires. Le nombre de bourses passe de 500 à 750 cette année. Un nombre qui va donc crescendo et les familles bénéficiaires saluent cet élan de solidarité qui va contribuer à l'éducation des enfants. Le paiement de la scolarité, c'est pas simple. Quand on est seul, c'est pas du tout simple. Donc on a besoin d'être accompagné financièrement pour pouvoir aider les enfants dans la scolarité, dans les études. La remise de bourse se fera désormais dans la deuxième quinzaine du mois de septembre afin de permettre à ces veuves et orphelins de mieux affronter l'année scolaire. Foi de la directrice générale de la Carrefour. Pour la 23e fois consécutive, les hommes et femmes des médias étaient sous les feux des projecteurs hier, à l'occasion de la Nuit des Galiens. Une vingtaine de prix spéciaux et officiels ont été décernés. Tigachek Sawadogo du journal en ligne de Faso.net s'adjuge le Super Galien. Les temps forts de la Nuit de l'excellence dans les médias avec Daouda Ouattara et Mariama Tamboura. Millions de francs CFA, dont du président du Faso, Son Excellence. Tigachek Sawadogo, journaliste reporter du journal en ligne de Faso.net, fait l'unanimité au sein du jury de cette 23e édition des Galiens. Il devient alors le 4e Super Galien depuis l'institution de ce prix en 2017 pour avoir présenté les productions suivantes. Terrorisme au Burkina Faso, à Titao de la résilience en attendant la résistance, et Burkina, Djibo, la ville qui refuse de sombrer. Cheikh Sawadogo empoche ainsi un chèque de 3 millions de francs CFA, un trophée, une attestation et une villa d'une valeur de 20 millions de francs CFA. En tant que journaliste, ce sont des reportages qui étaient non seulement passionnants, mais très risqués. Très risqués parce que, comme vous le savez, ce sont des zones où pratiquement tout le temps il y a des attaques terroristes. Mais ce qui m'a incité surtout à faire ce reportage, parce qu'on a eu l'impression que c'était des zones oubliées. Très bonne moisson également pour la radiodiffusion et télévision du Burkina, RTP. Plusieurs prix officiels et prix spéciaux sont décernés aux journalistes les plus méritants. C'est une passion pour nous. Si en plus de cette passion-là, nos œuvres sont reconnues et bien appréciées par les pairs, cela nous fait énormément du bien. C'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi d'être retenu dans la catégorie image comme lauréat. Bon, dans la carrière d'un homme, lorsqu'on reconnaît vos efforts, ça fait plaisir. Le ministre de la Communication félicite les lauréats et exhorte les journalistes à assumer leur mission avec professionnalisme en évitant les pièges de la désinformation. Il faut remercier quand même tous les acteurs et se projeter pour 2021 afin qu'on ait encore des lots consistants et intéressants, mais qu'on ait un véritable spectacle télévisuel au bénéfice des téléviseurs. La presse est importante dans l'équilibre des pouvoirs et dans l'accès des populations à l'information. Cette année, les organisateurs ont décidé de décerner des gagnants d'honneur à des personnes qui travaillent dans l'ombre pour le bon fonctionnement du département de la communication. Des recommandations sont faites aussi pour la prise en compte des web télé et web radio, les éditions à venir. Bonne nouvelle pour les opérateurs culturels, plus d'1 milliard de francs CFA sont mis à leur disposition dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Le lancement du premier appel à projet de ce programme a eu lieu en début de semaine à Sia. Le reportage de Kassoum Milogo, Sriki Milogo et Kaduro Menki. Je déclare ouvert le premier appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique. Ainsi
Ainsi donc, les opérateurs culturels ont jusqu'au 17 décembre 2020 pour faire parvenir leur projet pour financement. Une initiative du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. L'opérationnalisation de ce programme constitue donc une étape clé dans la stratégie nationale de la culture et du tourisme. Nous avons souhaité que ce premier appel à projet, mais tous les appels à projet qui vont venir, il faut que ça puisse être géré dans la plus grande transparence possible. Il faut que ce soit géré de façon équitable. Nous avons indiqué qu'il faut avoir un égard particulier pour des couches vulnérables de notre population. Environ 1,5 milliard de francs CFA, c'est le coût de ce premier appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique. Un projet cofinancé par l'Union européenne à travers le 11e Fonds européen de développement. Et dans ce contexte de crise sanitaire et sécuritaire où les ressources de financement se font plutôt rares, l'avènement d'un tel projet est une bouffée d'oxygène. C'est essentiellement des subventions. Ça va non seulement aux associations, comme ce que le Fonds de développement culturel et touristique faisait, mais ce programme soutient également les entreprises. C'est l'une des particularités de ce programme. C'est dit aux uns et aux autres de bien lire les lignes directrices qu'on vient de divulguer ce soir-là, de se les approprier, parce que c'est sur la base de ça que tous les projets seront traités. L'art de la scène, l'artisanat d'art et design, l'audiovisuel et le cinéma sont les 3 filières éligibles pour ce fonds. Le programme va s'exécuter sur la période 2018-2023. Voilà qui ouvre la page entretien de ce journal et nous recevons pour vous le contrôleur général de police à la retraite, Paul Sondo. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Alors nous parlions il y a quelques jours dans nos éditions de votre deuxième œuvre que vous venez de publier, Le crépuscule du sort sacré. Le premier, vous l'avez publié en 2019, intitulé L'aube du sort sacré. Les 2 œuvres parlent de votre vie, le premier de votre enfance et le second de votre vie professionnelle. Pourquoi se mettre en scène dans vos œuvres? Merci bien madame. C'est vrai que je viens pour la deuxième fois à votre studio pour parler également de ces ouvrages. Je vous en remercie. Et pour répondre à votre question, il faut dire que je me suis donné l'obligation de quitter un peu le legs et des conférences de cabaret pour laisser quelque chose à la postérité. C'est vrai que les 2 ouvrages, et pour être beaucoup plus matériels, et se fixent de façon, perceptible ma personne, mais dans la réalité, ce sont des leçons de vie, ce sont des actes vécus par tout adolescent, en ce qui concerne le premier livre, et c'est également des actes vécus par des gens qui ont amorcé déjà leur vie professionnelle, que ça, je l'ai fait à la police, mais également, je crois que tout est recoupé, parce que tous ceux qui ont amorcé leur vie professionnelle après l'adolescence et vivent également les mêmes choses. Et je me suis dit que ce sont des petites expériences qu'on a pu traverser, qu'on a pu vivre, mais qui ne sont pas à garder dans l'égoïsme, parce que ça pourrait aider cette jeune génération à pouvoir s'inspirer en cas de trébuchement, en cas de difficulté, de savoir que ce sont des obstacles qui font partie de la vie. Concrètement, quel est le message que vous voulez que le lecteur retienne de ces œuvres-là? Alors, si on veut parler des 2 qui semblent être pour moi un tome 1 et tome 2, je veux d'abord, dès le premier tome, que l'adolescent sache que dès le début de son enfance, à la période de son adolescence, il passera une vie à tituber, à hésiter. Il va trébucher, il va même tomber, il doit pouvoir se relever. Alors ça, c'est un peu le premier message. Et qu'il ne devrait pas, chaque fois, et c'est vrai, il peut s'inspirer du rétroviseur, mais il ne devrait pas tout le temps
se préoccuper du rétroviseur. Pour dire qu'il y a des adolescents qui passent tout le temps à répertorier tous ceux qui leur ont été très difficiles, qui ont constitué des problèmes pour eux. J'ai dit non, quelque part, ils ont été très utiles pour vous, pour le peu que vous soyez quelqu'un de très engagé, à vous inspirer de leur fouet pour pouvoir booster. Okay. Alors nous avons eu l'eau, nous avons maintenant le crépuscule. Faut-il attendre à une suite? Non, il faut dire que le cri se fait en fonction de la nécessité des inspirations que l'on a. Alors, moi je pensais, en parlant de l'aube et du crépuscule, vous voyez déjà que c'est une illustration du matin et du soir. Alors, je sais qu'à la dédicace de la deuxième œuvre, et de compenser qu'il ne fallait pas que je le dise crépuscule, j'allais que je le mette un peu le midi. Et voilà, pour espérer que je parle encore. Mais bon, on ne peut pas seulement parler que de ces thèmes. Parce que vous savez, j'ai amorcé également une autre vie qui n'est pas policière. Voilà, donc qui a également ces expériences qu'il est nécessaire aussi de partager. Peut-être qu'il ne pourrait ne pas s'appeler crépuscule au cas où en cours mes capacités intellectuelles et physiques me permettront de laisser encore quelques lignes, ben je n'hésiterai pas, dans la mesure où ces deux ouvrages se consomment aisément et semblent être aussi prisés. Parlons du style de ces deux œuvres assez fluides et coulants. Est-ce votre choix ou le choix de l'éditeur? Non, c'est mon choix. C'est mon choix. J'ai demandé à l'éditeur de ne pas trop trahir ma manière de voir les choses et de les écrire. C'est vrai qu'on ne s'est pas souvent très entendu sur certains thèmes qui disent, je dis non, je préfère que vous les, parce que je ne me les trouve pas dans d'autres synonymes. Il y a des thèmes que j'utilise, je préfère ça. Et donc, ça, je me reconnais à ça. Je n'ai pas besoin, par exemple, pour mes deux livres, je n'ai pas besoin d'ouvrir un livre pour savoir ce que j'ai écrit. Bon, peut-être pas avec précision sur la ligne, mais l'idée, je les ai d'une page à une autre. Okay. Alors, vous êtes contrôleur de police à la retraite. Pourquoi attendre la retraite pour entreprendre cette carrière d'écriture, d'écrivain? Oui, vous savez, quand on écrit, c'est pour donner quelque chose. Et lorsque vous n'avez pas rempli le récipient, vous ne pouvez pas le verser dans le grenier. C'est-à-dire, j'ai vécu une vie à un moment donné où où j'ai pensé qu'il était nécessaire pour moi de reverser un peu ce que j'ai vécu, en tout cas à une partie, à la communauté. Bon, je ne pouvais pas le faire sans que le récipient n'ait atteint un niveau de suffisance. Bon, et je pense que c'est pas exprès, j'ai pas attendu expressément la retraite, mais j'ai attendu le moment de la maturation de mes idées, la maturation de la suffisance du récipient avant de pouvoir le reverser dans le grenier. Bon, merci M. Sondo d'avoir accepté notre invitation. Et avec vous que nous mettons fin à cette édition. Merci à vous qui nous avez reçus sur vous. À demain, Dieu voulant. Merci.